voudrais rajouter ce que Benjamin Stora a dit à propos de l'Algérie, de quoi je suis tout à fait d'accord, hein, c'est que la conquête de l'Algérie a été la plus difficile de toutes les conquêtes coloniales. Hein. Le modèle de la conquête coloniale, classique, y compris celle de Cortés aussi, c'est des tout petits groupes, hein, généralement qui ne connaissent rien au pays, et qui vont remporter des victoires avec l'appui des notables, d'une partie des notables autochtones. Hein. Ça s'est fait d'une façon fulgurante au Mexique, grâce au fait que des terribles épidémies apportées involontairement par les Européens provoquent l'effondrement de la population indigène. Ça s'est fait aux Indes, là, petit à petit, très habilement, pendant presque 2 siècles, puisque les Anglais en Inde commencent à la fin du XVIe, et petit à petit, ça s'est fait comme ça, avec des effectifs dérisoires. Et dès le début, avec des troupes indigènes très importantes. Cortés est sauvé de la catastrophe par l'afflux d'armées indiennes envoyées par des notables indigènes qui veulent se débarrasser des Aztèques. Et les Anglais font la conquête de l'Inde avec des cipayes, hein, qu'ils payent d'ailleurs fort bien, et qu'ils recrutent dans certaines régions. La conquête de l'Algérie, ça s'est fait avec presque les 3/4 de l'armée française à un certain moment. Hein. Elle en a bavé. Hein. C'était non seulement à cause des maladies, mais à cause de types de guerre très, très difficiles. Bon, ça c'est... Et quand Stora dit fin 19e, on dit surtout on ne recommence pas l'Algérie, c'est Lyoté. Lyoté dit, qui a une expérience algérienne, il dit, mais après la conquête, il dit, pas question, pas question. Bon, ça c'est la première chose. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit. Avec ce que dit Jérémy Landine, le problème du post-colonial se trouve en termes de conflits violents dont on parle, et que la télévision vue, se trouve localisé dans ce qu'on appelle les grands ensembles. Ce sont souvent ceux qui sont partis des cités et qui sont en pavillon ou en centre-ville, dont les enfants ont fait les plus hautes études et qui sont aujourd'hui les leaders des mouvements. Tout à fait. Donc elle se joue sur les 2 territoires. Je voudrais, parce que c'est un point essentiel du raisonnement en termes géopolitiques, c'est-à-dire les territoires et les formes de pouvoir. Ce n'est pas n'importe quel territoire. C'est certains territoires très précis, qui sont des grands ensembles qui ont été construits à partir du début des années 50, hein, pour pallier une terrible pénurie de logements qui frappait les jeunes ménages français. Et ces grands ensembles, on en a construit des centaines, bon, avec des moyens tout à fait perfectionnés, tout à fait nouveaux, et avec un type d'architecture qui permettait de construire en série. Et ces grands ensembles, ils ont été destinés à une couche de la population française. Les immigrés de l'époque, ils sont dans les bidonvilles. Ils sont dans les bidonvilles, et on va dire, ah mon Dieu, ils sont dans les bidonvilles. Oui, mais ils avaient du boulot. C'est l'époque où il y a du boulot. Hein. Bon, ils sont payés à peu près comme les Français, parce que les syndicats français ont exigé, pour éviter que le patronat les utilise à prix, ils touchent les allocations familiales. Hein. Et au début, bon, ben, ils sont soit dans les taudis, soit pour la plupart dans les bidonvilles. Et la chose la plus intéressante qui s'est passée en France, c'est que ces grands ensembles, hein, à partir de 1966-67, vont connaître un très rapide changement de peuplement. On a décidé que les habitants des grands ensembles, que les grands ensembles seraient réservés aux familles nombreuses, hein, celles qui pouvaient toucher l'allocation de logement. Et en même temps, s'ouvrait, c'est vrai, le marché bancaire des villas, des lotissements. Et à partir de ce moment-là, on a eu la deuxième génération, hein, qui s'est trouvée dans ces cantons, fort content d'y être. Et la question post-coloniale, c'est celle de la troisième génération.